Je vais commencer par vous raconter un souvenir d'université. L'amphithéâtre était plein, des centaines d'étudiants, le bruit des conversations d'avant le cours, notre professeur de sémiologie entre, elle ne dit pas bonjour, elle ne dit rien, elle prend une craie et elle écrit en grand sur le tableau en lettres capitales « Fils de pub ». Voilà, c'était nous. C'était le regard qu'une partie du monde académique portait sur le métier que j'allais faire pendant des années. Concepteur-rédacteur, puis directeur de création, dans des agences multinationales de communication. Et on nous appelait les créatifs. Ce mot a toujours entretenu un malentendu énorme. Parce que la vraie question, celle que vous vous posez peut-être en regardant cette vidéo, est-ce que la créativité est un don qu'on a ou qu'on n'a pas, ou est-ce que ça s'apprend ? C'est légitime de poser la question. Je m'appelle Anis. J'ai passé ma vie dans la création publicitaire et aujourd'hui, je dirige un studio de production de contenu avec l'intelligence artificielle. Et j'aimerais prendre le temps, vraiment le temps, de bien vous répondre. Voici ce que je vous propose. D'abord, on va déconstruire le mythe du créatif. Ensuite, je vais vous ouvrir la boîte à outils. Les techniques d'idéation et d'écriture qu'on utilise réellement en agence quotidiennement. Et à la fin, on parlera de ce que l'intelligence artificielle change à tout ça. Je vous le dis franchement, elle change moins de choses que ne le disent les vendeurs de rêves. Et elle en change plus que ne le pensent les sceptiques. Je vous préviens, je vais beaucoup parler d'un personnage, l'orpailleur, le chercheur d'or. Parce qu'il y a une image qui résume tout ce que j'ai compris dans la créativité. C'est celle-là. L'orpailleur ne fabrique pas l'or, il apprend à le voir. Pour comprendre d'où je parle, il faut que je vous raconte ma famille. J'ai fait une école de design. Ma sœur, elle a fait les beaux-arts. Sur le papier, 2 écoles d'art. En réalité, 2 planètes. 2 écoles de pensée qui se regardent en chien de faïence depuis plus d'1 siècle. L'art pour l'art d'un côté et l'art utile de l'autre. L'art qui n'a de compte à rendre à personne est l'art qui doit servir à quelqu'un. Et je voyais cette opposition tous les jours à la maison. Je regardais ma sœur dépenser des sommes folles en matériel, des toiles, des chevalets, des pinceaux de toute taille, des tubes, des médiums, tout un artillerie qui s'accumulait. Et tout ça pour aboutir à une peinture devant laquelle je restais planté sans rien comprendre. Un jour, je lui ai posé la question, sincèrement, sans moquerie. « C'est quoi ce que tu peins ?» Elle m'a répondu « C'est de l'abstrait. » C'est de l'abstrait ? Moi, avec mes réflexes d'étudiant en design, je trouvais ça absurde, parce que dans ma tête, il y avait un contre-exemple écrasant, qu'on en parlera dans une minute. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ces disputes familiales rejouaient une des grandes batailles de l'histoire de l'art. En 1919, en Allemagne, un architecte nommé Walter Gropius fonde une école qui s'appelle le Bauhaus, le fameux Bauhaus. Son idée était révolutionnaire pour l'époque. Réconcilier l'art et l'industrie. Un artiste peut dessiner une chaise, une lampe, une affiche, et c'est de l'art quand même. En face, la tradition académique des beaux-arts considérait que l'art véritable ne se vend pas, ne sert à rien et que c'est précisément ce qui fait sa grandeur. Ma sœur et moi, sans le savoir, on était chacun le soldat de son camp. Et vous, j'aimerais savoir. À l'école, on vous a rangé dans quelle case ? La case des créatifs ou celle des sérieux ? Les littéraires ou les scientifiques ? Racontez-moi ça en commentaire. Je lis absolument tout et ces histoires de cases m'intéressent beaucoup. Ce que je veux que vous reteniez de ce premier chapitre, c'est ceci. La créativité utile, celle qui sert à un projet, un business, une cause, ce n'est pas un don mystique réservé à des élus. C'est un métier. Et comme tous les métiers, il a des règles, des techniques et un apprentissage. Et ce contre-exemple écrasant que j'avais en tête devant sa toile abstraite, il est temps que je vous montre. Je vous ai dit, devant la toile abstraite de ma sœur, j'avais un contre-exemple écrasant en tête. Ce contre-exemple, c'est Picasso.
Tout le monde connaît le Picasso des visages éclatés, des perspectives détruites, des corps impossibles. Ce qu'on connaît le moins, c'est le Picasso d'avant. À 14 ans, il entre à la Loggia, l'école des beaux-arts de Barcelone, où son père enseignait le dessin. Et à 15 ans, il peint une toile qui s'appelle Science et Charité. Un médecin au chevet d'une malade dans la plus pure tradition académique. Cette toile décroche une mention honorable à l'Exposition nationale de Madrid à 15 ans. Autrement dit, avant de casser la perspective, Picasso l'avait maîtrisé à la perfection. Avant de déformer le corps humain, il savait le reproduire au fusain avec une fidélité de photographe. Il n'a pas détruit les règles par ignorance. Il les a détruites en connaissance de cause. Et c'est toute la différence. J'ai presque la même lecture pour le cinéma. Et là, je vous donne une opinion personnelle, pas un fait. Prenez David Lynch par exemple. Ses films sont des labyrinthes que lui-même refusait d'expliquer. On pourrait croire au chaos gratuit. Mais Lynch était un peintre de formation, un artisan obsessionnel de l'image et du son, quelqu'un qui maîtrisait le langage cinématographique dans les moindres recoins. C'est parce qu'il possédait la grammaire qu'il pouvait se permettre d'écrire des phrases que personne ne comprend et que tout le monde ressent. La liberté créative, ça se gagne. Ça se gagne par la maîtrise du langage dans lequel on veut créer. Pour reprendre mon image de l'orpailleur, avant de trouver l'or, il faut des années à apprendre le geste, lire la rivière, incliner la bâtée, reconnaître ce qui brille pour de vrai. Le geste d'abord, la retrouvaille ensuite. Je me permets une petite parenthèse avant d'attaquer le cœur de cette vidéo. Cette chaîne est toute nouvelle. C'est une de mes premières vidéos de ce format long et je fais sincèrement de mon mieux pour vous proposer du contenu de qualité, travaillé, vérifié, sans recette miracle. Si ce que vous venez de voir vous parle, vous abonner et activer la cloche, c'est la meilleure façon de m'encourager à continuer. Merci du fond du cœur. Fin de la parenthèse. On retourne au travail. Revenons à ce mot écrit au tableau « fils de pub ». Et à ce titre, qu'on nous donne en agence les créatifs. Après des années dans ce métier, je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. Les créatifs ne sont pas des gens plus créatifs que les autres. Ce sont des gens qui ont appris deux choses. Détecter la créativité, où qu'elle soit, et la rendre utile pour un projet ou un business. C'est tout. Mais c'est énorme. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter l'histoire dont je suis peut-être le plus fier de toute ma carrière d'agence. Et ce n'est pas une campagne primée, c'est un brainstorming. Un jour en agence, on préparait une session créative sur un produit de grande consommation. Et j'ai invité quelqu'un que personne n'attendait dans la salle. La femme de ménage de l'agence. Je suis allé la voir, je lui ai demandé si elle voulait bien se joindre à nous et elle a accepté. Le directeur de l'agence n'a pas compris, il n'a rien dit sur le moment, mais à la fin de la session, il est venu me voir et il m'a posé la question « Pourquoi tu l'as invitée, elle ?» Je lui ai répondu très simplement « Parce que c'est elle notre cible. C'est elle qui achète le produit. Si l'idée lui plaît à elle et qu'elle ne plaît pas au directeur artistique, par exemple, c'est elle que j'écouterai, pas le directeur artistique. » Je vous raconte cette histoire parce qu'elle contient en une scène tout ce que je crois sur la créativité. Et pour le formuler proprement, il faut que je vous présente un concept qui va éclairer toute la suite de cette vidéo, la perception. Dans les années 30, un penseur nommé Alfred Korzybski, le fondateur de ce qu'on appelle la sémantique générale, a publié une phrase devenue célèbre. La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a une réalité d'un côté et de l'autre, ce que chacun de nous en perçoit. Chacun de nous se promène avec sa propre carte du monde. Et cette carte est dessinée par trois choses. Notre cadre socio-culturel, le contexte du moment et notre mémoire, tout ce qu'on a vécu, lu, vu, entendu. Ça ne vous rappelle rien? C'est peut-être le langage qu'on utilise aujourd'hui avec l'IA. On va revenir là-dessus après. Vous savez ce qui m'amuse?
La sémiologie, la matière de cette fameuse prof qui nous traitait de fils de pub, c'est exactement ça. La science des signes et de la matière dont ils sont perçus. Ce jour-là, sans le vouloir, elle nous enseignait l'outil de travail numéro 1 du créatif. Reprenez toutes ces histoires que je vous ai racontées avec cette grille de lecture. Ma sœur et moi devant la toile abstraite, la même toile, 2 cartes, 2 perceptions. La femme de ménage et le directeur artistique devant la même idée, 2 cartes. Et le métier du créatif, ce n'est pas d'imposer sa carte, c'est de lire la carte de l'autre. Je vous donne 2 exemples magnifiques qui viennent du design. Vous connaissez peut-être Philippe Stark, un des designers les plus célèbres du monde. On pourrait l'imaginer en artiste inaccessible. Pourtant, une grande partie de son œuvre, ou de ses œuvres, sont des objets du quotidien. Un presse-agrumes devenu iconique pour la marque Alessi, des téléviseurs pour Thomson, c'est un immense créatif qui met son talent dans votre cuisine. L'art utile, encore lui. Et puis, il y a une histoire que j'adore. Une histoire classique, la psychologie du design. Je dois vous faire une confidence, on me l'a longtemps raconté avec un miroir de luxe et un grand designer et en préparant cette vidéo, j'ai vérifié. La vraie version est encore plus belle. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un gratte-ciel américain, les occupants se plaignaient sans arrêt de l'attente devant les ascenseurs. Le gestionnaire fait venir des ingénieurs, des spécialistes. Verdict, le problème est insoluble. On ne peut pas accélérer les ascenseurs. Et puis, quelqu'un aborde le problème avec une autre carte, celle de la psychologie. La solution ? Installer des miroirs à côté des ascenseurs. L'attente n'a pas raccourci d'1 seconde, mais les plaintes ont disparu. Les gens se regardaient, s'arrangeaient, s'observaient, le temps passait plus rapidement. Le créatif ne résout pas toujours le problème posé. Souvent, il redéfinit le problème parce qu'il change de carte. Alors maintenant, je peux vous le dire ouvertement et clairement, je ne me suis jamais considéré comme artiste. Jamais. D'abord, parce que je n'en suis pas un, très honnêtement. Ensuite, parce que j'en ai pas besoin. Je vois de la créativité partout. Dans l'architecture, dans un emballage bien pensé, dans la façon dont une vendeuse, par exemple, dispose de sa vitrine, dans une conversation, dans la nature, dans un arbre, dans un chat, dans l'eau. La créativité n'est pas une aura qui flotte au-dessus de quelques élus. C'est un radar. Un radar, ça se règle. Et pendant qu'on déconstruit les mythes, il y en a un que j'aimerais démonter au passage. On imagine souvent le créatif idéal, c'est la personne drôle de la soirée. Celle qui a le tchatch, qui enchaîne 1000 blagues, qui occupe toute la pièce. J'en ai croisé beaucoup, et vous certainement. Je vais peut-être vous surprendre, ce ne sont pas forcément elles qui font les bons créatifs. Bien le contraire. Ce métier a besoin d'observateurs profonds, pas de bruit permanent. La personne qui brille en soirée aimait. L'orpailleur, lui, se tait et regarde la rivière. Les meilleurs créatifs que j'ai connus étaient souvent les plus silencieux de la pièce. Pendant que tout le monde parlait, eux étaient en train de remarquer. Et pendant qu'on y est, le créatif ne se juge pas non plus sur son apparence. Les cheveux bizarres, la barbe travaillée, le t-shirt avec de gros dessins provocateurs, la robe pleine de couleurs, avec le foulard noué sur la tête et les faux bijoux qui s'accumulent. Tout ça, c'est un costume. Le costume ne dit rien du talent. Être créatif, ça ne se voit pas, ça s'exprime. Et chacun a son langage d'expression. Certains dans l'image, d'autres dans les mots, d'autres dans la matière de résoudre un problème ou d'organiser une équipe. Bien, on a déclassifié le mythe, on dirait que je parle d'OVNI, déconstruit le mythe. Maintenant, entrons dans l'atelier. Concrètement, comment on fait naître des idées ?
Je vais tout vous donner. Ce qu'on fait seul, ce qu'on fait en équipe, et les exercices précis que j'ai reçus de mes mentors, ou pas. Mais d'abord, il faut que je vous parle du point zéro de l'idée, qui est le chaos. On a tous envie de croire que les idées naissent de l'ordre, dans le calme, dans un bureau bien rangé, surtout les patrons. Mon expérience dit l'inverse. L'idée naît du désordre, du frottement, de l'imprévu. Et j'ai eu, je pèse mes mots, la chance de voir ça à l'échelle d'un pays entier. J'ai vécu la révolution tunisienne en 2011. Et il y a un moment de ces journées-là que je n'oublierai jamais. Après le 14 janvier, la police a déserté. Plus de police dans les rues pendant des jours avec des pillages, de vraies peurs. Et vous savez ce qui s'est passé ? Les citoyens se sont organisés tout seuls. Des comités de quartier se sont montés spontanément, des barricades au coin de rue, des tours de garde, des voisins qui ne s'étaient jamais parlé et qui se sont mis à sécuriser les villes ensemble. Prenez une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. Personne n'a organisé de réunion, personne n'a écrit de brief, personne n'a nommé de chef de projet. La solution est tombée du ciel au moment exact où on en avait besoin. Pas un jour avant, pas un jour après. Est-ce que j'en ai retenu pour toujours, c'est que la crise est un moment étrangement créatif. Quand tout va bien, on reporte, on procrastine, on se juge, on attend d'être prêt. Par contre, quand tout s'effondre, il n'y a plus de confort, il n'y a plus rien à protéger, ni de ridicule à craindre. Il ne reste que l'essentiel. Et c'est dans l'essentiel que naissent les idées. Ce que je lisais dans les livres, je l'ai vécu de mes propres yeux. Du chaos peut naître presque instantanément une intelligence collective que personne n'a commandée. Alors, si vous traversez une période difficile en ce moment, je ne vais pas vous dire que c'est une chance, ce serait indécent. Je vais juste vous dire ce que j'ai observé. C'est souvent dans ces moments-là que les meilleures idées se présentent. Alors, restez attentifs. Et là, je dois avouer une erreur, parce que cette chaîne s'est engagée à vérifier ses sources. Pendant des années, j'ai attribué cette idée à Lénine, une histoire de conscience qui surgirait au moment révolutionnaire. En préparant cette vidéo, j'ai vérifié. J'ai découvert deux choses. 1. Lénine pensait exactement l'inverse. Dans Que faire en 1902, il écrit que la conscience révolutionnaire doit être apportée aux masses du dehors par une organisation. Il se méfiait de la spontanéité. 2. La personne qui a théorisé ce que j'ai vu de mes yeux, c'était Rosa Luxembourg, sa grande contradictrice, qui parlait de la spontanéité créatrice des masses. Encore deux écoles de pensée. Vous voyez que c'est le motif de cette vidéo de toutes les façons. L'organisation contre la spontanéité. Et je précise, pour être plus clair, je vous parle du phénomène humain, pas de politique. Terre, une précision au passage. Pour ne pas vous induire en erreur, je ne vous parle pas depuis la Tunisie, là. Maintenant, je vais à Paris aujourd'hui. Je suis arrivé en 2021. Il y avait encore le Covid et les gilets jaunes. Vie de merde. Visiblement, le chaos me suit. Pourquoi je vous raconte ça dans une vidéo sur la créativité ? Parce que votre cerveau fonctionne pareil. L'idée surgit quand le contrôle lâche. Tout l'art de l'idéation consiste à organiser ce lâcher-prise. Voici comment. D'abord, seul. Premier outil, la solitude. La solitude extrême, sans téléphone, sans musique, sans personne. C'est l'incubateur. Les idées ont besoin d'un endroit où personne ne les juge pour oser se montrer. Deuxième outil, et celui-là, je le tiens d'un de mes mentors, un directeur de création de renommée internationale. Son conseil tenait en une phrase. Pense au brief au réveil, au lit, avant le café.
Son explication, c'était au réveil, le cerveau est vierge, il est plein d'oxygène, c'est le moment le plus créatif de la journée. Et sincèrement, j'ai appliqué ce conseil pendant des années et pour moi, ça marche remarquablement. Mais je dois être honnête, je connais d'excellents créatifs qui carburent à minuit. C'est du cas par cas. Testez et vous trouverez le vôtre. Vous trouverez votre heure, on va dire. Troisième outil, et je dois le préfacer clairement, je ne consomme aucune drogue et je n'encourage personne à en consommer. Je le dis d'autant plus tranquillement que dans mon milieu, beaucoup consomment tout et n'importe quoi. Mais ce qui m'a toujours fasciné, les états que certains vont chercher dans les substances. L'entrelacement des sens, les associations inattendues, tout ça s'entraîne à jeun. Ça s'appelle jouer avec la synesthésie. L'exercice est simple et je vous invite à le faire dès cette semaine. Prenez une odeur et transformez-la en image. Prenez une image et demandez-vous quel son elle fait. Prenez une sonorité, un phonème et écrivez le texte qu'elle vous dicte. Vous êtes en train de créer une connexion que votre cerveau logique ne fait pas, généralement. C'est de la gymnastique pure pour le radar dont je vous parlais. Ensuite, en équipe, la règle d'or du brainstorming, vous la connaissez déjà, c'est l'histoire de la femme de ménage. Mettez la cible réelle dans la pièce. Pas une projection de la cible, pas un persona sur un slide. La personne. Et la deuxième règle, séparez strictement les deux temps. Un temps de divergence où aucune idée n'est jugée. Même la plus absurde. Surtout, d'ailleurs, la plus absurde. Puis un temps de convergence où on trie avec la carte de la cible, pas avec la nôtre. Jamais avec la nôtre. J'aimerais beaucoup savoir, vous, vos meilleures idées arrivent où et quand? Sous la douche, en voiture, en marchant à 3h du matin? Dites-moi en commentaire, je suis sincèrement curieux de voir si le réveil gagne le match. Détecter l'heure ne suffit pas. Il faut le monter en bijou. Et le bijou, dans mon métier, c'est presque toujours du texte. Un titre, un script, une histoire. Alors, parlons écriture, parlons copywriting, parlons storytelling. Je vous raconte comment j'ai reçu ma première leçon de copywriting. J'étais stagiaire. Un directeur de création savait que j'écoutais énormément de rock metal, tout le temps avec mon casque. Un jour, il me demande d'écrire les plus beaux passages des plus belles paroles que je connaissais. Je m'exécute, ravi. Il lit, il relève la tête et il me fait remarquer ce que je n'avais jamais vu. C'est pas que je n'avais jamais vu, mais que je m'en foutais, ça me plaisait, c'est tout. Tout était sombre, dépressif, nocturne. Puis il me donne une consigne étrange. Remplace chaque mot sombre par son antonyme. Hate devient love. Dark devient light. Je fais l'exercice, un peu sceptique. Il lit le résultat et il me dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. C'est exactement ça, la publicité. Embellir la réalité. Gardez cet exercice, il est redoutable. Prendre un texte existant et le retourner mot par mot. On verra dans un instant qu'il est bien au-delà de la publicité. Maintenant, la boîte à outils d'écriture. 4 principes, tous issus de l'histoire de ce métier et tous encore valables. 1. Le titre d'abord, David Ogilvy. Un des pères de la publicité moderne, entre guillemets moderne, il est quand même assez ancien, a écrit «
qu'en moyenne, 5 fois plus de gens lisent le titre que le corps du texte. La conclusion, si votre titre ne vend pas, vous avez gaspillé 80% de votre budget. Ma pratique, écrivez 2 titres avant d'écrire une seule ligne de texte. Les 3 premiers sont banals, les suivants deviennent intéressants. 2. Une seule promesse. C'est le concept du SP. Et ça, c'est le problème de tous les clients, de tous les annonceurs. Ils veulent tout raconter dans un seul film ou dans une seule publication, ou ils veulent tout dire en même temps. Une seule promesse, c'est le concept du SP. La proposition de vente unique, formulée par Rosser Reeves en 1961, dans un livre qui s'appelle Reality in Advertising, et qui est encore enseigné aujourd'hui. Un message, une promesse, une seule promesse, celle que votre concurrent ne peut pas faire. Dès que vous promettez 2 choses, vous n'en promettez aucune. 3. AIDA. Tout le monde connaît AIDA aujourd'hui. Attention, intérêt, désir, action. Les principes remontent à un publicitaire nommé Elias Santelmo Lewis à la fin du 19e siècle, donc c'est pas très récent non plus. Mais ouais, bien sûr, sans souci, ce sont nos références. Donc, plus d'un siècle plus tard, chaque script viral que vous voyez passer suit encore ces squelettes. C'est ce que je viens de dire, capter l'attention, nourrir l'intérêt, créer le désir, appeler à l'action, le fameux CTA. 4. Le storytelling, avec 3 règles que je vérifie sur chaque projet. Le héros de l'histoire, c'est le client, jamais la marque. La marque est au mieux le guide, l'outil, l'allié. Pas d'histoire sans conflit. Si tout va bien, du début à la fin, personne n'écoute. Le problème doit exister avant la solution. Et enfin, montrer plutôt que dire. Le détail sensoriel, concret, bat l'adjectif à tous les coups. Donc, une valise solide, personne n'y croit. La valise a survolé 3 continents et un déménagement, tout le monde la voit. Et la 5e règle, vous l'avez déjà. Écrire pour une perception, pas pour soi. Avant d'écrire une ligne, décrivez la carte de votre lecteur, son cadre socioculturel, son contexte, sa mémoire. C'est la leçon de la femme de ménage appliquée à l'écriture. Toute cette boîte à outils, idéation et écriture, je vous l'ai mise au propre dans un document que vous pouvez télécharger. Le lien est en description. Bon, vous avez les techniques. Maintenant, il faut que je vous parle d'une partie dont personne ne parle, ce qui arrive à vos idées une fois qu'elles sortent de l'atelier. Je commence par une confidence. Dans mon entourage, certains me trouvent chanceux. Travailler dans un domaine créatif, pour eux, c'est la belle vie en permanence. Après tout, qu'est-ce que je fais? Je pends des idées, je suis payé pour ça. Si vous pensez ça aussi, je vous propose un marché. Essayez. D'abord, essayez juste de pendre l'idée. Ensuite, ajoutez les contraintes. Le délai qui tombe toujours trop tôt. Le budget qui ne suffit jamais, le circuit de validation où chaque étage peut tuer l'idée. Et après la répétition, tout recommencer la semaine d'après, sur un autre brief, comme si rien n'était acquis. Je vous le dis sans me plaindre, sincèrement, parce que j'aime profondément mon métier. C'est un job extrêmement difficile, mais je l'aime quand même. J'ai choisi la difficulté, je sais. Et il y a quelque chose que les clients ne voient pas. Des fois, en salle de réunion, on me croit ailleurs, pas concentré. C'est exactement l'inverse en fait. Pendant que le client parle, débrief, propose son idée de génie, moi je suis en train de tourner le film dans ma tête.
la production qu'il va falloir monter, mon équipe qui ne dormira pas pendant une semaine, le budget qui va exploser. Ça me rappelle une scène que j'adore chez Cédric Clapiche dans Les Poupées Russes, le film Les Poupées Russes. C'est la suite de l'auberge espagnole, là où le héros Xavier, Javier en espagnol, est devenu scénariste. Il est dans un train, son ordinateur sur les genoux, et quand il écrit une phrase, le décor de son histoire apparaît autour de lui. Quand il efface une phrase, erase, voilà, le décor disparaît. C'est la meilleure image que je connaisse d'un cerveau créatif en réunion. Chaque phrase prononcée autour de la table construit ou détruit un monde entier que je suis le seul à voir. La vérité de mon métier, c'est que la vie d'un créatif est un éternel recommencement. Les meilleures créations que j'ai vues finissent le plus souvent à la poubelle. Les idées les plus folles font peur. Et d'ailleurs, ça se comprend. On fait de la communication de masse. Personne ne veut prendre le risque. La boucle de la validation est longue, parfois décourageante. Il faut savoir pitcher, il faut savoir convaincre. Des fois ça passe, des fois ça casse. On danse en permanence avec les limites. Et puisque cette vidéo, c'est promis d'être honnête, je vais vous raconter un de mes plus beaux échecs. Un jour, j'entre dans une salle de réunion pour pitcher un film publicitaire. Une vingtaine de personnes en costume, cravatées autour de la table. La décideuse, c'est la directrice marketing, qui était aussi la fille du grand patron. Ces références culturelles, de ce que je pouvais voir, ça aurait été aux influenceuses plutôt mode sur TikTok. Et moi, qu'est-ce que je pitch ? Un scénario inspiré du style de Polanski et de Paolo Sorrentino, les plans travaillés, des références de cinéma d'auteur et tout. La chance de la réussite était quasi nulle. Et pendant des années, j'ai raconté ces histoires comme la preuve que les décideurs ne comprennent rien. Aujourd'hui, avec la grille de la perception, je la raconte autrement. Ce jour-là, c'était moi qui n'ai pas fait mon boulot. J'ai pitché pour ma propre carte, pas pour la sienne. Moi qui avais invité la femme de ménage au brainstorming, j'ai oublié ma propre leçon au moment le plus important. La leçon vaut pour moi comme pour vous. On n'est jamais vacciné. Mais attention, et là je vous donne mon deuxième avis tranché. Quand prendre la carte de l'autre ne veut pas dire s'auto-censurer. Ce sont deux choses différentes. Adapter la forme, oui. Tuer l'idée avant de l'avoir montrée, non. Parce que quand on s'auto-censure, on finit par ressembler à tout le monde. Et ressembler à tout le monde, dans un monde saturé de contenu, ça a un nom. Disparaître. Cette conviction, je la porte depuis tellement longtemps que j'en ai fait un livre. Il s'appelle Fuzz, F-U-2-Z, devient visible ou disparaît proprement. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller plus loin. Mais l'idée essentielle, je vous la donne ici. La seule chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire de la création, c'est le personnel. Votre vécu, votre regard, votre mélange unique de références. L'empreinte du pouce est unique. C'est notre QR code naturel. La touche personnelle, c'est exactement ça. Elle est unique. Et chacun a la sienne. Vous avez la vôtre. Il reste une dernière vérité à regarder en face. Le prix de l'exigence. Regardez les documentaires sur Michael Jackson, notamment This Is It, tourné pendant les répétitions de sa dernière tournée. Vous y voyez un homme qui répète encore et encore des chorégraphies que nous, spectateurs, trouvions déjà parfaites. Lui n'était jamais satisfait. Regardez les scènes d'Hopper aussi. Ils nous font rire tous les soirs et beaucoup traversent de vraies dépressions à force d'exigence envers eux-mêmes. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Club des 27. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, des artistes broyés à 27 ans par les excès. La dépression, et cette dépression de toujours faire mieux. Je vous en parle sans aucun romantisme. Il n'y a rien de beau à se détruire. J'en parle parce que ça dit quelque chose d'important. Derrière toute création qui paraît facile, il y a une quantité d'itération et d'exigence que le public ne voit jamais. Et cette exigence a un revers dont je dois vous en parler, parce que j'y tombe encore régulièrement. Il faut savoir arrêter de réfléchir, mettre un point final. À un moment, il faut livrer. Les créatifs sont souvent des éternels insatisfaits. Vous reconnaissez, moi aussi. Et si on suit cette insatisfaction jusqu'au bout, on ne finit jamais rien. On retouche, on doute, on recommence, on tourne en rang. J'ai fini par me donner une règle simple. Quand l'idée fait le travail pour la personne à qui elle est destinée, on la sort. Pas quand elle me satisfait moi. Parce que ce jour-là, vous le savez, n'arrivera jamais. Retenez ça. Créer, c'est itérer et encaisser. Personne, absolument personne, ne sort un chef-d'œuvre du premier coup. Et c'est exactement là que je veux en venir sur l'intelligence artificielle. Parce que j'entends tous les jours les mêmes reproches, genre j'ai essayé ChatGPT, le résultat était moyen. Et je vais vous donner mon troisième avis tranché. Ce reproche est un contresens total sur la nature de la création. On vient de passer plusieurs dizaines de minutes à voir que Picasso a mis des années avant de casser la perspective, que Michael Jackson répétait à l'infini, que les meilleurs créas finissent à la poubelle avant qu'une seule survive, ou pas d'ailleurs. Et on voudrait qu'une machine sorte un chef-d'œuvre du premier coup, en une phrase de brief. Toute l'histoire de la création dit que c'est impossible. L'IA n'échappe pas à la loi. Bien au contraire, le mot itération a été démocratisé avec les IA. Alors concrètement, comment on crée avec un modèle de langage ? C'est pratiquement les mêmes principes que dans l'atelier. La quantité avant le tri. Demandez 30 idées, pas 3. Puis converger. Après, les personas. Faites jouer à l'IA le rôle de votre cible. Exemple, la femme de ménage numérique. Et demandez-lui ce qu'elle comprend, ce qui l'ennuie. Après, on va voir les variations extrêmes. Demandez la version la plus sobre, après la version la plus folle, après la version la plus émotionnelle, et puis raffinez. Et si vous travaillez sérieusement, construisez-vous des instructions réutilisables, des sortes de compétences. Vous connaissez les skills sur Claude Code, sur Claude, que vous affinez projet après projet avec une boucle d'amélioration. Ce qui a marché, ce qui a raté et le pourquoi. Mais la vraie clé, celle qui change tout, que presque personne n'applique, elle découle de tout ce qu'on a dit sur la perception. Rappelez-vous la carte de Korzybski. Un cadre socioculturel, un contexte, une mémoire. Configurer une intelligence artificielle, c'est exactement ça. Lui construire une perception. Son cadre socioculturel, c'est l'ADN de la marque, sa voix, ses valeurs, ses interdits, son histoire. Son contexte, c'est le brief, la cible, le moment, l'objectif. Alors que sa mémoire, c'est l'historique, ce qui a déjà été fait, ce qui a marché, les références. Une IA sans perception configurée, c'est un stagiaire brillant qui ne connaît ni la marque, ni la cible,
ni le métier. C'est l'onboarding. Un stagiaire bien onboardé travaille bien. Un stagiaire mal onboardé, il sait absolument rien faire. Et l'humain dans tout ça, il reste aux deux bouts de la chaîne sans négociation possible. Au départ, l'intention, le vécu, le brief, ce que la machine ne peut pas inventer à votre place. Et à la fin, le choix, le goût, la responsabilité. L'IA est un nouveau ami formidable. Elle ne sait toujours pas choisir la pépite, ni savoir pour qui et pourquoi elle brille. Je referme sur une note personnelle parce que ce que je viens de décrire, c'est très exactement mon quotidien. J'ai développé une machine de création de contenu qui fonctionne sur ce principe. Elle se personnalise pour n'importe quelle entreprise avec son propre ADN de marque, sa voix, ses interdits et sa mémoire. Si vous dirigez une entreprise ou si vous gérez sa communication et que vous voulez voir ce que ça donnerait pour votre marque, prenez rendez-vous avec moi tout simplement. Le lien est dans la description, putaclicai.fr/rdv. On regarde votre cas ensemble, sans engagement, la porte est grande ouverte. Résumons le chemin qu'on vient de faire ensemble en 5 points. Premier point, la créativité utile est un métier, pas un don. Elle s'apprend comme une langue. 2. La liberté se gagne par la maîtrise. Picasso d'abord, l'abstrait ensuite. 3. Le créatif ne fabrique pas, il détecte. C'est un hors-pair, pas un alchimiste, et son radar se règle sur la perception des autres, pas sur la sienne. 4. On écrit pour la carte du lecteur. Le titre d'abord, une seule promesse, une seule histoire, avec un conflit et un héros qui n'est jamais la marque. 5. Créer, c'est itérer. Pour vous, pour Michael Jackson et pour l'IA. La loi est la même. Pour cette semaine, je vous propose un premier pas, un seul, au choix. Soit l'exercice des antonymes, prenez un texte que vous avez écrit, n'importe lequel, et retournez-le mot par mot, juste pour sentir ce que ça ouvre. Soit les deux titres. Avant votre prochaine publication, par exemple, votre prochain email important, écrivez 10 titres au lieu d'un. Vous verrez ce qui se passe après le 6e. Avant de vous laisser, je voudrais partager ce que toutes ces années m'ont appris au fond. Je n'ai jamais eu besoin d'être un artiste. J'ai eu besoin d'être attentif. L'or était déjà dans le fleuve, dans le regard de la femme de ménage, dans une rue tunisienne en janvier 2021. Depuis, je me méfie un peu des gens qui se disent créatifs. Et je fais confiance à ceux qui observent, qui regardent. Je vous laisse cette pensée. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je creuse la prochaine fois. Que ce soit les techniques de pitch pour vendre une idée ou le brainstorming avec l'IA en détail, c'est vous qui décidez. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, pensez à vous abonner. Ça encourage sincèrement une chaîne qui débute. Et si vous voulez qu'on parle de votre marque, le lien du rendez-vous est en description. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et à très vite.